3 sports, un défi, un peu de sueur mais beaucoup de folie. C'est Triathlon Talk. Plonge dans l'eau, pédale comme un pro. Cours jusqu'au bout et garde le tempo. C'est pas toujours facile mais on en rigole. Bienvenue dans l'aventure Triathlon Talk. Et bien le bonjour très chers sportifs et sportifs dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que vous êtes en train de rouler sur vos objectifs. Mais rouler pas n'importe comment, rouler de façon calibrée et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble en détail aujourd'hui. Comment calibrer votre entraînement? Comment calibrer vos 3 sports, que ce soit la natation, le vélo ou la course à pied? Je vais vous expliquer dans ce podcast quels sont les outils, les datas que j'utilise, comment est-ce que je les utilise et à quoi est-ce qu'elles me servent pour permettre de cadrer mon entraînement au vu de ma préparation pour le Full Ironman des Sables d'Olonne. Ici, c'est Benjamin, coach en triathlon trail et course à pied et je vous accompagne sur ma préparation pour mon premier Full Ironman qui aura lieu le 21 juin au Sables d'Olonne. On est en 2025. Bienvenue sur ce podcast Triathlon Talk et aujourd'hui, on va regarder toutes les datas. Pour commencer, les datas, c'est un monde ultra complexe, ultra complet et extrêmement varié et riche. À la fois, c'est ultra important, il ne faut pas en avoir peur, c'est important de les prendre à bras-le-corps, d'essayer de les comprendre, parce que c'est elles qui vont structurer votre entraînement, c'est elles qui vont vous permettre de savoir si vous progressez ou pas. Instinctivement, vous le faites d'utiliser les datas, même si vous n'en avez pas l'impression, vous le faites naturellement. Par exemple, quand vous prenez un chrono pour un 10 km ou une course, c'est une data. C'est quelque chose que vous allez utiliser. Si vous êtes passé de 50 minutes à 48 minutes, le chrono est plus bas, vous avez progressé sur 10 km et donc vous savez que vous avez progressé. Et c'est ça la puissance des datas, c'est de vous permettre de savoir si oui ou non vous êtes en train de progresser et si oui ou non votre entraînement porte ses fruits. Parce que c'est bien beau de mettre des dossards, mais quand on prépare des très grosses courses, on ne peut pas en mettre toutes les semaines. On ne peut pas en mettre toutes les 2 semaines et on ne peut pas préparer un full Ironman avec un autre full Ironman. On ne peut pas préparer un marathon en faisant un autre marathon dans les mêmes allures. Donc, il faut pouvoir mesurer, il faut avoir des indicateurs, des jalons dans votre parcours, dans votre préparation pour permettre de vous dire, OK, là, je suis plutôt en forme ou, ah, là, ça pue du cul quand même, c'est chaud, ça va être compliqué. Faudrait que je me sorte les doigts ou j'en ai pas fait assez. Au niveau des très gros indicateurs, vous en avez 3 avant de rentrer dans le détail et c'est les plus importants. Je vous les fais par ordre d'importance. Le top 1, celui qu'il ne faut surtout pas négliger, qu'il faut avoir en tête absolument tout le temps, c'est le RPE. Le Rating Per Efficient. Ça, c'est en anglais. Moi, j'aime bien dire le rapport physique d'effort, c'est-à-dire votre auto-estimation de à combien vous avez ressenti l'effort que vous avez fait. Et en gros, c'est de ramener un entraînement très complexe et plein de valeurs, plein de data, telles que la météo, votre nuit de sommeil, votre nutrition, le stress au travail, votre cardio, mais tout ça ramené dans une seule analyse qui est très non scientifique justement, très sentimentale presque, c'est vous avec vous-même et c'est vraiment une perception, c'est-à-dire vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même, il faut essayer d'être honnête et pour ça on utilise l'échelle de Borg. Je ne vais pas la détailler ici parce que ce serait long et fastidieux, je vous la mets en description du podcast, mais on utilise l'échelle de Borg simplifiée qui est en fait ni plus ni moins qu'une échelle de 0 à 10 où vous allez essayer d'échelonner quand vous rentrez, à combien vous êtes sur l'effort que vous avez fourni. Exemple, vous avez une séance de VMA à faire. On s'attend sur une séance de VMA intensive de 10 fois 200 ou 10 fois 30-30 pour faire dans le classique. On attend à ce qu'il y ait quand même un peu d'intensité. Il y a une intention de vouloir aller dans le rouge. Et du coup, il faut essayer d'être aux alentours de 7, 8 sur 10, 9 si vous êtes fatigué. Mais ce n'est pas un effort totalement maximal, mais on est sur un bon effort bien intense qui fatigue. Donc, il faut essayer à la fin de la séance de se rapprocher des 8 sur 10. Si par contre, vous finissez la séance de 10 fois 200 et vous êtes bah ouais, facile, je suis à 2 sur 10, la séance est ratée. À l'inverse, si vous avez juste un jog, une sortie vélo d'1 heure souple en tournant les jambes
ou une natation en eau libre facile juste pour vous entraîner avec la combinaison, la respiration, l'eau libre, essayer de mettre en place tout ça. Pas de travail physique et musculaire. Dans ce cas-là, il faut plutôt être entre 2 et 4 en ressenti. Si vous rentrez d'un jog de 45 minutes souple qui avait pour but juste de faire tourner les jambes et que vous êtes à 8 sur 10, il y a une erreur. Vous avez mis de la fatigue sur un entraînement qui n'en méritait pas et vous pouvez assez rapidement essayer de percevoir si votre entraînement était bon et si l'objectif était atteint ou pas. On sous-estime la puissance de cette échelle. Généralement, on sait si on a été dans le vrai ou pas. Et c'est vraiment, moi, c'est ce que j'utilise à travers mes coachings, dans les discussions, les échanges par message avec mes athlètes. C'est ce que j'utilise le plus. Vous avez aussi des codes couleurs par zone. Ensuite, on peut relier les zones au cardio. J'arrive au cardio juste après. Mais toujours à la base, c'est le ressenti. Comment est-ce que tu t'es senti? Comment s'est passée la séance? Est-ce que ça a été ou pas? Et pour ça, mettre une note sur 10, c'est vraiment un banger absolu parce que ça vous permet en fait de donner, de rendre concret et de faire de la science avec vos doigts, de rendre concret une valeur qui est à la base une multitude d'aspects scientifiques. Et ça, c'est ultra fort et ultra puissant. Donc ne sous-estimez pas ce RPE et faites-vous un petit quota sur 10 de quand vous rentrez de vos séances, à combien vous étiez censé être, à combien vous avez été, est-ce que le job a été fait ou pas. Ça, c'est la première valeur, la première data que vous pouvez relever, qui n'est pas une data scientifique, qui est une data de perception. La deuxième data hyper importante qu'on ne peut pas utiliser dans les 3 sports, c'est évidemment le cardio, le fameux BPM, battements par minute, pour ceux qui n'ont pas tous les trigrammes. Je vais les expliquer normalement. J'espère que la majorité d'entre vous l'ont, mais c'est vrai que quand on débute, quand on entend pour la première fois tous ces mots, on ne sait pas où est-ce qu'on va et le BPM fait partie des socles incompressibles de l'entraînement. Surtout en course à pied, c'est celui qu'on utilise le plus. Je mettrai la limite maintenant, je ne l'utilise qu'en course à pied. Pour l'utiliser en cyclisme ou en natation, il faut avoir les capteurs nécessaires. Déjà pour la natation, il faut avoir des très bons capteurs waterproof. Et pour le cyclisme, il faut faire partie des pros, voire de l'élite du cyclisme. Si vous roulez pas à 40, ça sert pas à grand chose de prendre votre cardio dessus. Ça va vous donner une vibe, vous allez le voir que vous êtes fait mal. Il vaut mieux relever les watts si possible ou à défaut la vitesse, mais j'y viendrai juste après pour la partie vélo. Donc au niveau du cardio, on relève les BPM, les pulsations par minute que vous avez. Et là, il y en a pour tous les goûts. Déjà, il faut savoir qu'on peut relever 2 valeurs sur le cardio. On peut relever la fréquence cardiaque directement en instantané. C'est ce qu'on fait sur les runs avec les ceintures cardiaques, avec les montres cardio qu'on peut avoir au poignet. Attention, les montres cardio sont extrêmement peu fiables, même si vous utilisez une montre à 800 €. J'ai la Vertix 2, elle coûte 800 €. Je pensais qu'il y avait une petite fiabilité dans le capteur GPS, enfin dans le capteur cardio, pardon. Je vais comparer avec une ceinture cardiaque de chez Garmin. Ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit et c'est beaucoup plus précis la ceinture cardiaque. Donc, on ne se fie pas à sa montre pour avoir des valeurs cardiaques. On achète une ceinture cardiaque, ça coûte 70 €. C'est un investissement assez rentable, assez rapidement et c'est pas très cher. Donc, hyper important, la fréquence cardiaque qui est une valeur directe sur la mesure. Vous faites un effort, il y a une côte, vous accélérez, vous faites un sprint, votre cardio va monter. C'est direct et c'est de la mesure en direct. Et ensuite, vous avez le HRV, le Heart Rate Variation. Ça, c'est pour mon anglais, ça régale tous les anglophones. Évidemment, on est sur la fréquence cardiaque et la variation de votre fréquence cardiaque. Et là, la montre peut être intéressante. Ça peut être intéressant de le garder la nuit. Vos petits calculateurs et ordinateurs de poignet le font, que ce soit Suunto, Coros, Garmin, ils le font à peu près tous maintenant. Et en gros, ils vont mesurer votre variation entre votre cardio la nuit et le cardio en journée, voire sur vos efforts maximum. Et avec tout ça, l'idée, c'est de créer une très grosse base de données, donc de porter la montre très souvent et très régulièrement. Plus vous la porterez, plus la valeur sera fiable derrière et utilisable. Et c'est de permettre de vous dire, ok, tu es plutôt en forme, Michel, puisque plus tu arrives à monter haut et plus la nuit il redescend bas, plus on peut dire que ton cœur est musclé et qu'il est plutôt bien entraîné.
Attention, ce sont des raccourcis et on prend les grandes lignes à 80%. On rentre pas dans le détail, sinon je vais en perdre la majorité et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. L'idée, c'est de comprendre vraiment l'ensemble et comment est-ce qu'on peut utiliser chaque mesure dans chaque pratique sportive. Donc voilà, vous avez ces 2 mesures-là sur le cardio et au niveau de la fréquence cardiaque, c'est extrêmement, banger parce que ça prend en compte toute votre fatigue extérieure périphérique, tout le stress. Il faut savoir que pour votre corps, du stress, c'est du stress. Que vous le mettiez à l'entraînement, que vous le mettiez, au travail, que vous le mettiez avec votre partenaire. Il y a eu une embrouille à la maison, vous êtes pris la tête avec votre ado, il a fait n'importe quoi, il a fugué du lycée. Vous êtes embrouillé au taf, vous êtes fait licencier, pourquoi pas, vous avez perdu quelqu'un de proche dans votre famille, vous avez subi une inondation, bref, un drame de la vie qui induit beaucoup de stress et beaucoup de tension dans votre quotidien. Évidemment que ça va impacter votre cardio, mais le fait de manger gras, le fait de peu dormir va aussi impacter votre cardio et tout ça est pris en compte et en fait, quand vous regardez vos zones cardiaques, elles ne bougent pas, mais votre cardio, si vous êtes fatigué, va juste plus facilement aller dans les zones très hautes et parce que vous êtes fatigué et donc du coup, vous serez tenté de réduire votre allure pour garder votre cardio en zone basse quand vous êtes notamment en EF. Ça permet de doser ça et de les avoir. Attention, pour utiliser les fréquences cardiaques de façon optimale, je vous recommande un test de VO2 max à faire en laboratoire. C'est un petit billet, ça vaut 100 ou 150 balles. C'est à faire tous les 3 ans. C'est cool parce que d'un point de vue humain, ça vous permet d'être sur vous, d'être en bonne santé. Et d'un point de vue métrique pour l'entraînement, ça permet de déterminer vos zones, votre SV1 et votre SV2. Qu'est-ce que la SV1 et la SV2? C'est le seuil ventilatoire 1 et le seuil ventilatoire 2. En gros, quand vous sortez de la SV1, vous avez l'EF qui va jusqu'à la SV1. Tout ce qui est en dessous de la SV1, c'est de l'endurance, que ce soit fondamentale, active ou juste de la marche ou juste du repos. Vous avez toutes ces zones-là en dessous. Entre la SV1 et la SV2, vous allez avoir ce qu'on appelle le seuil, qui peut être de différents types, le seuil au 10K ou le seuil même au 5K ou le seuil marathon. C'est pas tout à fait pareil et pour autant, vous n'êtes pas en dessous des SV1, vous n'êtes pas en endurance fondamentale. Et au-dessus des SV2, vous avez tout ce qui est sprint et travail de vitesse, où là, l'objectif, c'est de mettre beaucoup de lactique dans votre organisme, de stresser votre organisme pour qu'il puisse progresser. On rentrera pas dans ces détails-là sur ce podcast, c'est hyper intéressant. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je détaille les aspects cardio beaucoup plus et qu'on aille sur l'utilisation, comment est-ce que moi je fais dans les coachings pour les avoir en détail et savoir si votre entraînement a été efficace ou pas. Mais on va laisser ça de côté pour celui-là. Sachez juste qu'on peut utiliser la fréquence cardiaque et que si vous voulez l'utiliser, faire un test de VO2 max, c'est ultra important pour définir vraiment vos zones. Pareil, vos montres ou vos logiciels type Aidu ou Nolio vont définir des zones par défaut. Mais là, c'est pareil, vous avez un premier fil qui est relou, c'est que tout le monde utilise un petit peu ses cartouches comme il le veut. Il y en a qui utilisent 7 zones, il y en a qui utilisent 6 zones, il y en a qui utilisent 5 zones. Quand vous passez de l'un à l'autre, vous passez de Strava Aidu, de Strava Garmin, vous avez 5 ou 6 zones. Bah, c'est relou, il faut savoir pourquoi la pulse elle a bougé, dans quelle zone vous êtes passé, etc. Et il faut savoir que c'est pas toujours très précis. J'ai fait un test à l'effort, ma montre Coros que j'ai depuis 2 ans me disait 177 pour passer en SV2, j'ai fait le test à l'effort, c'était 182. C'est relou parce que si tu fais un sprint et que tu es à 178 ou 180, bah t'es pas vraiment en train de bosser dans ta SV2, t'es pas en train de bosser en sprint, t'es juste en train de bosser du seuil appuyé et du coup tu te fatigues et t'as pas les adaptations métaboliques et physiologiques nécessaires que tu cherches à induire de par l'entraînement. Donc ça permet d'être sûr à la pulse près que vous avez que vous travaillez dans les bonnes zones. Et en plus, alors ça c'est pour les coachs sadiques, ça permet de vous entraîner au cardio. Et je vous avoue que le temps de récup de 15 pulses, il fait très très mal. C'est un petit temps de récup, vous prenez votre montre, vous bipez à la fin du fractionné, vous prenez 15 pulses de récup, dès que votre cardio est redescendu de 15 pulses, vous repartez. Ça fait entre 30 et 40 secondes de récup, ça fait très très mal et ça permet de rester en zone très très longtemps. Bref, voilà pour la partie cardio. Au niveau du global, vous allez aussi avoir pas mal d'appareils qui vous servent à mesurer votre sommeil, votre niveau de fatigue général de la journée, qui vont vous permettre de suivre la nutrition, l'hydratation. Vous avez tout un tas d'outils extérieurs pour mesurer tout un tas de choses. On ne va pas rentrer dans ces détails-là parce que c'est la vie commune. On va essayer de se concentrer maintenant sport par sport.
On l'a vu, il y a 3 sports dans le triathlon, évidemment. Waouh, je viens de vous donner énormément de valeur là-dessus. Là, vous vous dites, ouais, j'ai bien fait de lancer ce podcast. J'ai appris que dans le triathlon, il y avait trois sports. Ben, merci Benjamin, c'est top. Je m'abonne et je laisse un commentaire. Merci Benjamin pour toute cette valeur. C'est dingue. Évidemment, que le triathlon contient 3 sports. Mais comment est-ce qu'on peut mesurer chacun des 3 sports? Petit disclaimer, on va commencer par la natation parce que c'est le premier sport et que c'est le plus dur à mesurer d'un point de vue data. Il y a pas mal de choses qui rentrent en compte qu'on peut mesurer en natation. Les nageurs pros le font. Nous, on n'a pas forcément l'utilité. Par exemple, le temps de culbute pour faire un virage. On s'en fout un peu parce que en triathlon, j'ai rarement vu un triathlète faire une culbute dans ses 1500, 1900 ou 3800 mètres. Donc, je vous avoue que s'entraîner à la culbute n'est pas de la première nécessité pour le triathlon. Donc, on perd cette data-là. Et vous avez après d'autres mesures qui sont la fréquence de bras et la longueur de bras, la stroke rate et la launch rate. J'espère que mon anglais dégueulasse et déplorable vous aura fait plaisir. Mais en gros, ça permet de mesurer combien est-ce que vous avancez par bras. Ça, c'est la length rate. C'est la longueur de bras avec un mouvement de bras, quelle distance vous avez parcouru. Et ensuite, vous avez la stroke rate qui est sur une longueur. Combien est-ce que vous avez fait de mouvements de bras? C'est assez compliqué à mesurer, c'est pareil, le cardio, on l'a vu juste avant, c'est compliqué à mesurer. Tout ça est compliqué. Pour la natation, ce qui est le but, c'est de rester le plus simple, le plus terre à terre possible. La technique en natation prime par-dessus tout. Contrairement à la course à pied et au vélo, où il y a aussi de la technique et il faut s'entraîner à la technique, il faut faire vos gammes, il faut faire de l'entraînement à une jambe, de l'unipodal. Pour le vélo, c'est banger de ouf comme entraînement. Mais la technique n'est pas la plus importante. Le watt et la VO2 max vont être supérieurs et vont vous permettre, même si vous avez une technique et que vous courez n'importe comment, vous pouvez courir vite et avancer efficacement et finir des marathons sans trop de soucis. Vous ne savez pas nager, vous allez avoir un problème si vous n'avez pas de technique et que vous percez pas l'eau, que vous n'êtes pas en flottaison dans l'eau et que vous n'êtes pas aligné avec cet élément-là, vous allez avoir un problème. Donc, dans un premier temps, la première data à regarder, c'est votre technique. Et pour ça, la meilleure façon de faire, c'est soit un coach au bord du bassin qui peut vous corriger en y allant 1 à 2 fois par semaine et en prenant des cours particuliers et vous mettre dans la peau d'un enfant pour apprendre. C'est le meilleur moyen en natation pour vous corriger et vous permettre de vous améliorer. En plus, il va vous donner des exercices spécifiques pour vos problèmes à vous. Ou une technique d'analyse vidéo. Vous prenez en vidéo et si votre coach est à distance, comme ce que je fais, vous pouvez envoyer des vidéos d'analyse. Mais c'est plus compliqué dans les bassins publics à mettre en place parce que Micheline en maillot de bain veut pas qu'on la filme et c'est OK parce que j'aimerais pas non plus qu'on me filme dans le bassin. Donc, c'est plus compliqué à mettre en place dans un bassin, mais c'est de temps en temps possible ou au sein de stages d'entraînement, vous pouvez vous avoir ce genre de métriques et ce genre de data accessible pour pouvoir vous améliorer. Ça, c'est pour la natation, ne l'oubliez pas, c'est la base. Ensuite, vous allez avoir le temps pour 100 mètres, mais le temps pour 100 mètres ne veut pas dire grand-chose. Je m'explique dans le sens où si vous êtes en 25 mètres, si vous êtes en 50 mètres, si vous êtes en nage libre, si vous êtes en bassin blindé un jeudi soir avec Micheline qu'on retrouve toujours là, elle fait toujours là, Micheline, et elle fait de la brasse en palme, elle est encore là, j'en ai déjà parlé dans l'épisode juste d'avant, et elle nous fait suer, et il faut l'éviter, et on est 12 dans un bassin de 25, et c'est super relou. Big up à tous ceux qui s'entraînent à la piscine du Rhône. Et j'ai fait mes entraînements là-bas. Maintenant, j'ai arrêté et j'en fais plus que de quelques-uns sur les créneaux qui me plaisent où il y a moins de monde. Mais alors, quand c'est blindé, ça a beau être un 50 mètres en air libre ultra sympa. Quand c'est blindé, il y a 20 ou 30 personnes tu passes plus de temps à t'embrouiller avec les gens qu'à te concentrer sur ta nage. Et donc, ton temps aux 100 mètres n'a pas beaucoup de valeur dans le sens où tu es gêné. Donc, tu sais pas vraiment si c'est vraiment ton allure, si quand tu sprints, tu es vraiment dans ton sprint ou si tu as été gêné et tu as dû ralentir, changer. Donc, c'est un peu compliqué d'utiliser l'allure aux 100 mètres, mais c'est la valeur la plus utilisée de référence qui vous permettra, étape par étape et séance après séance, de savoir si vous progressez ou pas. Parce que si vous allez toujours dans la même piscine aux mêmes horaires, vous aurez sensiblement toujours les mêmes conditions. Donc, certes, c'est peut-être pas vos valeurs, mais et samedi après samedi, vous allez vous dire, OK, c'est toujours 20 personnes dans ma ligne d'eau, mais je le sais et j'arrive à nager de plus en plus et je me sens de plus en plus à l'aise. Vous allez avoir ça qui se met en place. Donc, le temps aux 100 mètres
Et ensuite, le plus important, et ça on va le retrouver dans les 3 disciplines, c'était le dernier point d'introduction, c'est le volume. Vous allez pouvoir mesurer le volume que vous faites et ça, surtout en endurance et dans la prépa d'un full Ironman, c'est la meilleure métrique que vous pouviez suivre parce que globalement, si on est très terre à terre, plus vous en faites, plus vous allez être capable de faire facilement le jour J. On est sur de l'endurance, voire même sur de l'ultra-endurance. On est sur 10, 11, 12, 13, 14, 16 heures de sport, ça dépend des gens. Il faut pouvoir faire 16 heures de sport en continu. Donc, ça vous permet de suivre votre volume semaine après semaine et d'être progressif dans votre variation de volume. Par exemple, moi, là, je fais en natation énormément de technique, mais je suis le volume dans la technique. C'est-à-dire que chaque séance, je fais mes exercices de technique et je m'assure, une semaine, je suis à 2005, la semaine d'après, je suis à 2008 ou 3000, la semaine d'après, je suis à 3002 ou 3005, etc., etc. Sans passer une semaine à 2000, une semaine à 5000, sans passer à l'inverse de 3 semaines à 5000, puis plus rien pendant 2 semaines. Et tout ça soumis à contrainte de la natation qui reste le plus relou parce que horaire d'ouverture patati patata. Par exemple, la semaine dernière, j'ai pas pu nager. J'ai essayé 3 fois. 2 fois, les portes étaient fermées de la piscine et ça fout les boules. Mais c'est pas grave. On y retourne et c'est ça qui fait plaisir à la natation. Mesurez votre volume d'entraînement et c'est ça qui vous fera progresser et qui vous permettra de voir que le volume passe de mieux en mieux et que vous êtes de plus en plus à l'aise. Mais on n'oublie pas en natation, d'abord la technique. Apprenez à fondre l'eau, à bien glisser sur l'eau, à bien pénétrer l'eau, à être efficace dans votre natation pour pouvoir avancer efficacement dans l'eau avant de chercher quoi que ce soit d'autre, quelle que soit la vitesse. Vous allez juste vous épuiser sur 3800 mètres si vous êtes en lutte constante contre l'eau, contre l'élément qui est l'eau dans lequel vous avez passé 1 heure et quart, 1 heure et demie. Vous allez perdre énormément d'énergie, vous allez arriver sur le vélo, vous aurez déjà laissé un bon billet énergétique dans l'eau et c'est pas ça qu'on veut. On veut arriver sur le vélo en forme parce que le vélo, il va consommer de la cale et il vous faut de la cale dispo. En parlant du vélo, quelles sont les métriques? Alors le vélo, c'est là où il y a le plus de métriques à relever, c'est là où vous pouvez le plus vous amuser, c'est là où en tant qu'entraîneur et coach, je m'amuse le plus à créer des séances parce qu'on peut jouer sur plein de facteurs, on peut s'amuser, ça dépend aussi d'énormément de choses et ça c'est trop cool. Mais du coup, on est souvent un peu perdu dans la data et dans savoir qu'est-ce que j'utilise en cyclisme. Il y a plein de choses. On va commencer pour faire le lien avec la natation par le volume. En vélo, de la même façon, vous pouvez mesurer le volume, donc la distance que vous avez parcourue semaine après semaine et pouvoir évoluer comme ça. Moi, je suis environ à 100 bornes semaine là, ce qui est un petit kilométrage, mais dedans, il y a énormément de travail, de FTP, de PMA. Qu'est-ce que c'est? J'y arrive, on va le voir, on va voir tout ça en détail. Mais je fais un travail qualitatif, comme ça, j'en mets pas beaucoup et je m'épuise pas. Par contre, à compter de mars, avril, mai, je vais bourriner en volume et on va passer sur un full Ironman. J'aime bien avoir des semaines entre 300 et 500 km en fonction des dispos, en fonction d'où vous êtes, en fonction du temps que vous avez, de votre niveau, etc. Moi, j'aimerais bien passer 500 bornes dans la semaine de vélo. Au moins une semaine ou 2, ça me permettrait de me rassurer. Mais ça, on verra à la suite de la prépa. C'est la première métrique. Il faut aussi avoir le dénivelé. Je prépare les Sables d'Olonne. Il y a 1002 ou 1004 de D+, sur 180 bornes. Il y a je connais le parcours, j'ai déjà fait le half. Il y a quelques tape-cul un peu secs, mais on parle de 50 de D+, max d'un coup. Ah, ça peut sécher, mais c'est toboggan, c'est-à-dire que tu as pris de la vitesse un peu avant. Sur les 50 de D+, tu as pris 25 ou 30 de D+, direct. Et 13-20 de D+, à monter, tu t'enlèves un petit peu le braquet, tu passes et puis tu es reparti sur du plat. Et ça va, en plus la moitié du parcours, on espère, on aura le vent dans le dos. L'autre moitié de face, ce sera plus dur. Mais vent dans le dos sur la moitié du parcours, c'est agréable, ça avance et c'est assez cool. Bref, donc le volume, dénivelé et kilométrage, c'est des bonnes métriques. Le deuxième, c'est la vitesse. On commence par les métriques que tout le monde a et que tout le monde peut avoir. La vitesse en vélo, qui est souvent un point de comparaison d'ailleurs, sur Instagram, sur YouTube. Vous voyez des gens, ouais, je fais 40 km/h, ouais, je vais vite, ouais, au Tour de France, là, c'est des zinzins, ils sont à 60 km/h sur du plat, dans des pelotons. Et t'es en mode, ah, c'est marrant, moi, je vais faire ma sortie, je suis à 23 bornes, comment? Je suis à 23 km/h, comment?
Comment? Pourquoi ils font? Bah, c'est leur taf, c'est leur métier, ils sont pros, pas nous, donc c'est OK. La vitesse a ça de propre que ça varie énormément en vélo. Quand vous êtes en peloton, quand vous êtes vent de face, quand vous êtes derrière une voiture, quand vous êtes tout seul ou quand vous êtes à deux, déjà, ça varie énormément. Il suffit qu'il pleuve un peu, qu'il vente, qu'il fasse grand soleil sans vent, que vous ayez un petit peu de D+, pas de D+, et ça peut absolument changer. Donc la vitesse n'est pas très indicative en moyen de comparaison, c'est un peu pourri comme système de comparaison. Prendre deux types et dire bah, ils roulent tous les deux à 30 km/h, ça n'a aucun sens s'il faut, parce que s'il faut, il y en a un, il roule toujours tout seul. Et tu les vois, big up à mes amis parisiens qui roulent sur l'anneau de Vincennes ou de Boulogne, qui sont dans des pelotons, qui font 1 heure ou 2 heures dans des pelotons. Ils ont pris aucun relais d'ailleurs, ça c'est pas fair play, faudra qu'on en reparle de ça. Ils prennent aucun relais sur les 2 heures, ils sont planqués derrière 40 roues, ils rentrent, ils ont 45 km/h de moyenne, et ils mettent sur Strava sortie souple. Vraiment, arrêtez, vous n'avez pas mérité votre brunch. Sortez tout seul. Eux, ok, ils ont 30 de moyenne. Et le mec qui part tout seul et qui habite un peu dans les Alpes, à Annecy, et qui a fait 1000 de D+, sur ces 2 heures, et bah, ces 30 de moyenne de 30 km/h de moyenne ne valent pas les 30 km/h de monsieur le Parisien qui a pris des roues. En termes d'effort et d'intensité fournie, ça n'a rien à voir. Donc, c'est compliqué de comparer la vitesse pure dessus et de savoir exactement ce que ça vaut à chaque sortie. C'est ça qui est compliqué. On peut toujours se cacher derrière le vent, etc. On connaît aussi ces mecs qui disent vent à décorner les bœufs alors qu'il y avait 20 km/h de vent et que juste ils n'avaient pas la forme et ils se cachent derrière le vent. C'est pas grave, mais c'est compliqué de pouvoir comparer ces valeurs-là, même pour vous, d'une sortie à l'autre, c'est compliqué. Mais en revanche, comme pour la natation, si vous sortez à peu près toujours dans la même région, dans les mêmes conditions, avec le même vélo et que vous êtes toujours tout seul ou toujours en peloton, vous allez voir potentiellement des progrès. Vous allez pouvoir comparer votre valeur moyenne de sortie. Ça parle plus une valeur moyenne sur 50, 60, 80, 100 bornes qu'une valeur moyenne sur 30 ou 40 bornes, parce qu'on peut se flinguer. En plus, on prépare de l'endurance. 30 ou 40 bornes, c'est souvent moins significatif. Il suffit d'avoir eu un peu plus de forme. On n'a pas encore suffisamment tapé dedans pour voir si, en moyenne, on était bon ou pas. Et la moyenne est un titre indicatif assez sympa sur 80 bornes, parce que admettons que tu as eu du vent de face à un moment, tu as nécessairement eu le vent de face à un autre moment. Si tu as eu de la montée, tu as eu de la descente, même si ça gomme pas tout à fait et qu'on est toujours plus lent quand il y a du D+, en moyenne, ça permet sur le même parcours de savoir si vous avez un peu progressé ou pas. Maintenant, si vous collez cette valeur de vitesse avec votre RPE du début et que vous dites « Ok, je tourne à 30 km/h de moyenne, mais j'étais à 5/10. Là, je tourne à 30 km/h de moyenne, mais je suis à 3/10. » J'ai progressé. La vitesse est restée la même, mais je suis beaucoup plus facile. Ça vous permet de vous dire que vous avez progressé. Ça, c'est les valeurs que tout le monde sensiblement a. Maintenant, si vous êtes sur Home Trainer, connecté, un peu high-tech, que vous avez mis un petit billet dans votre Home Trainer ou que vous avez mis un petit billet dans votre vélo parce que c'est un kiff, que vous êtes fait plaisir dans votre vélo et que vous avez acheté un capteur de puissance, je vous conseille de mettre direct le prix, d'aller mettre 800 € dans un capteur de puissance double pédalier avec un capteur de vélocité en même temps. Comme ça, vous avez la totale, vous prenez pas la tête. Au lieu de mettre 500 € dans un truc qui va faire la moitié du taf, mettez 800 € dans un truc qui fait 100% du taf. Dans les deux cas, vous lâchez un billet, mais dans un cas, c'est un truc qui va aller plus loin, qui sera plus précis et qui sera plus complet. À mon sens, ce n'est que mon point de vue. Mais du coup, parlons des watts, cette puissance générée. Qu'est-ce que la puissance, tout simplement? On va essayer de revenir à une équation pure. Attention, ceux qui ont lâché les maths à l'école, ça va être une équation ultra compliquée. La vitesse, c'est la puissance multipliée par la vélocité. Point. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est valable partout et tout le temps. Et pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on a tendance à rendre des choses complexes, très complexes, alors qu'en réalité, c'est très simple. Votre vitesse est une résultante directe de la puissance que vous mettez et de la vélocité que vous avez. Tout bêtement, résumé comme ça, moi je trouve que c'est vachement plus clair. C'est-à-dire que dans votre entraînement, quand vous augmentez votre vitesse, vous avez soit augmenté votre puissance, soit augmenté votre vélocité. Soit vous avez un peu augmenté les deux, soit vous avez beaucoup augmenté les watts et diminué votre vélocité. Vous avez beaucoup augmenté la vélocité et diminué les watts.
Et c'est marrant, ça me rappelle des exos de PMA ou des exos de vélocité qu'on peut faire, et c'est à ça que ça sert justement et c'est là où c'est assez ça permet de structurer, pardon pour le bégaiement, ça permet de structurer, votre pratique parce que soit vous êtes dans un bloc développement de votre PMA, de votre puissance maximale aérobie, donc dans la qualité musculaire du vélo et dans votre capacité à développer des gros watts justement parce que la puissance est exprimée en watts et c'est rien d'autre que la puissance que vos cuisses sont capables d'exprimer. Vous avez aussi après la puissance exprimée par poids de corps, donc là vous divisez par le poids que vous faites, mais vous avez toujours cette puissance-là en résultante. Et évidemment, plus vous avez des gros cuisseaux, plus vous avez une grosse puissance, plus vous allez vite. Théoriquement, parce que plus vous allez vite ne veut pas forcément dire que vous êtes endurant. Dans la vitesse, il faut rajouter la donnée endurance, que là, il n'y a pas du tout dans l'équation, hein, on n'oublie pas. Et ça, c'est les glucides qui viennent se mettre et les lipides et la source, la filière énergétique. Là, on parle purement en termes de vitesse. Donc, soit vous travaillez vos watts, et dans ce cas-là, vous les mesurez et vous avez énormément de travail. Type, moi, je suis en train de faire justement, je vous en parlais tout à l'heure, un travail à FTP là cet hiver et à PMA. Donc, je travaille ma puissance musculaire. PMA, je vous rappelle, puissance maximale aérobie, même si je viens de le dire, je le rappelle. Et la FTP, Functional Threshold Power, c'est votre puissance nominale, c'est-à-dire que c'est la puissance que vous êtes capable de développer. En gros, ça correspondrait globalement à PMA, ce serait l'équivalent de la VMA en course à pied, et la FTP, sensiblement votre allure 10K ou l'allure semi que vous arriveriez à développer. Voilà, c'est encore une fois de la science avec les doigts, me tombez pas dessus, on est dans du très basique et très facile pour essayer. L'idée, c'est que vous compreniez, et l'idée, c'est de faire de la science avec les doigts pour vous permettre d'un peu mieux appréhender tous ces outils et tous ces éléments dans votre pratique. Donc, vous avez cette puissance. Ça permet de mesurer le watt que vous arrivez à sortir sur un écrasement de pédale. Donc, si vous faites un exercice à PMA ou à FTP, on va vous demander de tenir un watt continu. Et ça, ce qui est bien avec les watts, c'est qu'il y ait du vent, qu'il y ait de la côte, que vous soyez en peloton, peu importe, le watt, c'est le watt. T'appuies, tu développes 200 watts, c'est 200 watts. T'es en descente, c'est 200 watts. Tu vas juste plus vite du coup. Si t'es en montée à 200 watts, t'es en montée à 200 watts. Basta. Et c'est ça qui est trop bien avec les watts et qui est trop puissant, c'est que ça s'applique tout le temps et partout. Seul problème, le capteur de puissance coûte un demi-bras, un rein et une demi-couille. Et ça, c'est un peu plus pénible. J'ai dit un mot poli à la fin après un truc pas très poli. Mais c'est pas grave. Vous avez aussi la cadence. Et c'est pour ça que je vous disais de prendre votre capteur de puissance avec cadence que vous avez potentiellement dans vos home trainers connectés. La cadence, c'est les tours minutes, la rotation que vos jambes font par minute. Et scientifiquement, idéalement, la cadence la plus efficace, c'est entre 80 et 90 tours minutes pour les sports d'endurance. C'est-à-dire qu'il faut que sur votre Ironman, vous arriviez à tourner les jambes en moyenne entre 80 et 90 tours minutes en ayant un watt qui soit un peu en dessous à 90% de votre FTP, 80% de votre FTP, ça dépend si vous êtes sur un 73 ou un full Ironman. Mais ça, on rentre dans le détail extrême. Rappelez-vous juste que votre cadence, c'est la facilité que vous avez à mouliner et à tourner les jambes. Globalement, les morphotypes jouent sur la cadence. Plus vous êtes petit, stock de ouf et tout, assez puissant et ramassé, plus vous allez avoir une puissance élevée, mais vous allez avoir une vélocité qui est faible, et plus vous êtes une grande asperge. Zéro offense pour personne, hein, c'est vraiment juste pour donner une image. On est dans un podcast, il n'y a pas forcément de visuel, donc j'essaie d'être imagé. Grande asperge, bizarrement, c'est très imagé, et je sais que tu as compris et que tu as eu l'image. Vous prenez Wembayama, par exemple, pour les fans de basket, c'est plutôt du type grande asperge, et pour autant, il est très puissant aussi parce qu'il a bossé à la salle. Mais de base, son morphotype fait qu'il va plutôt être en vélocité qu'en puissance. Si vous prenez, par exemple, Dupont, il est plutôt trapu et petit. Si vous le mettez sur un vélo, il sera plutôt puissant que véloce. Maintenant, s'il travaille, évidemment, ils vont pouvoir développer l'un sa vélocité, l'autre sa puissance. Et c'est ça qui fera de vous un bon cycliste, c'est de développer les deux et de réussir à faire et un travail en vélocité, en hyper-vélocité, et un travail en puissance
pour avoir et un gain en vélocité et un gain en puissance pour améliorer votre vitesse avec la petite équation qu'on a vue. Et ça, c'est trop cool parce que ça vous permet de savoir si vous êtes efficient ou pas. Quand vous tournez à 60 tours minute, vous êtes plutôt en puissance et vous fatiguez énormément. Et pour tenir un effort d'endurance, c'est très compliqué à tenir. Faites l'essai, essayez, même sans capteur de cadence. L'avantage, c'est que vous pouvez compter dans votre tête. Vous avez votre petit capteur ou à la montre. Vous prenez une minute, vous comptez combien de tours ont fait vos jambes et vous voyez à combien vous êtes. C'est aussi le tour par minute. C'est aussi facile et basique que ça. Et le dernier élément qu'on peut mesurer en cyclisme, c'est évidemment la fréquence cardiaque. On en a parlé juste avant. Comme pour la course à pied, il faut définir les zones. Mais ça, on va détailler en course à pied parce qu'en vélo, l'utilisez pas sauf si vous êtes pro. C'est bien à mettre comme calque après, mais généralement, vous allez juste pouvoir dire ouais, c'était un exercice PMA, je me suis fait mal. Ouais, bah, le cardio, il est monté. Ouais, ok, top. Ouais, le cardio, il est monté. Je fais un travail à PMA. C'est normal. Bref, voilà pour le vélo. J'espère que ça vous éclaircit un peu et que ça vous permet de savoir un peu plus comment utiliser vos métriques, si vous les avez ou pas, et lesquelles utiliser globalement pour être sûr de progresser ou non. Moi, ce que j'aime bien de façon générale, c'est prendre les mêmes choses, les mêmes circuits, que ce soit en course à pied, en vélo ou en natation, les mêmes conditions, et vous faites des tests grandeur nature. C'est-à-dire que j'aime bien, j'ai mon petit parcours de jog à côté, on va y venir pour la course à pied. C'est pareil en vélo, j'ai mon petit circuit de vélo de 40 bornes, et dessus, je relève ma vitesse, et je vois où le temps que j'ai mis à faire le parcours. Et sur le même parcours, je vois si j'ai réussi à progresser ou pas, en me disant, OK, c'est un parcours aujourd'hui, je vais appuyer un peu, je vais voir, et je regarde et je compare avec les datas d'avant, voir si je suis un peu plus rapide. Pour la course à pied, si j'ai un BPM plus bas, si j'ai une allure plus rapide, si j'ai mis moins de temps à parcourir la distance. Et comme ça me permet, pendant ma prépa, de savoir si je progresse ou non. Venons-en à la course à pied. De la même façon, vous avez le volume à mesurer, évidemment, avec le D+, qui vous permettra de gérer votre volume à la semaine. Attention, pour le volume, vous pouvez mesurer de deux façons. Vous avez dans un premier temps la distance ou le D+ parcouru, le dénivelé positif et négatif parcouru, extrêmement utile en trail. Moi, quand je coach en trail, j'utilise beaucoup plus la distance et le D+, le ratio distance D+, que forcément le temps. Alors qu'en triathlon ou en Ironman, j'utilise beaucoup plus la donnée de temps passé à l'effort que le volume type distance ou D+ utilisé. Donc attention, vous pouvez aussi utiliser le volume avec le temps d'effort. Par exemple, cette semaine et les semaines là en janvier, février, j'essaye de me maintenir à 10 heures de sport semaine avec dans ces 10 heures beaucoup de qualité parce que c'est pas un gros volume à la semaine et j'espère monter. Je vous emmènerai sur le podcast, je vais faire une semaine comme Vincent Louis avec 35 heures de sport dans la semaine en espérant que ça passe et sans me faire mal pour pas mettre évidemment en péril l'Ironman. Mais je veux essayer, je veux voir ce que ça fait de faire les 3 sports tous les jours à haute dose. Et on va essayer ça, on va expérimenter. Mais si vous vous maintenez à 20-25 heures de sport toute l'année, vous allez vous saturer, vous allez vous dégoûter et c'est pas forcément judicieux. Donc attention d'alterner ces volumes-là en termes horaires et de mesurer aussi en termes horaires. Vous pouvez mesurer les deux. Ça reste le plus utile pour avoir des métriques, savoir si vous êtes bien progressif dans votre prépa. Et après, comme d'hab, vous utilisez 3 semaines de montée en charge, 1 semaine de récup à 50%. Comme ça, vous êtes à peu près sûr de ne pas vous blesser et de bien progresser. C'est le modèle le plus répandu et le plus basique que vous puissiez avoir. Au niveau de la course à pied, quelle métrique est-ce qu'on peut utiliser? Alors évidemment, vous avez la vitesse moyenne, le pace comme on dit. On aime bien utiliser des anglicismes alors qu'on est français, mais ça marche très bien. Donc que ce soit le pace ou la vitesse moyenne, basé sur votre VMA, vitesse maximale aérobie, vous faites les tests, vous en avez plein, Demi Cooper, j'ai même plus les autres noms en tête. Vous avez Cooper, Demi Cooper, le VAMEVAL, le test par palier. Vous avez aussi la possibilité d'aller en laboratoire, faire votre test VO2 max. Bref, vous avez plein de moyens de calculer votre VMA. Et cette VMA vous sert après à échelonner des pourcentages qui, 100% de VMA, c'est globalement à peu près de l'allure 5K quand on est entraîné. Et ensuite, 85-90%, c'est votre allure 10K. 85% de votre VMA entre 75 et 85, c'est votre allure semi. Ça dépend de votre niveau, ça dépend de tout un tas de paramètres, mais vous pouvez déterminer comme ça des vitesses et avoir des vitesses
équivalente. Les coureurs sur route adorent ce système. Il est très bien, mais il ne rend pas compte de votre fatigue, c'est-à-dire qu'il vous donnera la même vitesse à chaque fois, vu que c'est le même calcul et la même vitesse. Peu importe qui vende, peu importe qu'il y ait un léger D+, ou un léger D-, peu importe que vous ayez bien dormi, pas bien dormi, etc. Et c'est pour ça qu'on en revient au cardio. Et c'est vraiment ça que je voulais établir, c'est le cardio en course à pied, c'est tout. Une fois que vous avez vos zones, votre SV1, votre SV2, votre test en labo, et que vous connaissez à la pulse près l'entraînement que vous devez faire, ça vous permet de savoir si vous étiez vraiment en EF. Moi, j'ai même ma zone de lipomax, c'est-à-dire la zone dans laquelle il faut que je fasse mes entraînements à jeun pour brûler un maximum de lipides, et c'est-à-dire utiliser ma filière lipidique au maximum, pas utiliser trop de glucides, donc pas trop stresser mon organisme, et c'est à 138 BPM. Donc quand je sors le matin à jeun faire mon jog de 45 minutes, je mets ma ceinture et je sais qu'il faut que je sois à 138 BPM moyen. À peu près, et essayer de tourner de façon régulière à 138 BPM moyen. Ça vous donne ce genre d'indication et ça vous permet, le BPM, de savoir si vous êtes bien allé au-delà de votre SV2, si sur vos EF vous êtes bien resté en dessous des SV1, si sur vos seuils vous êtes bien baladé entre SV1 et SV2. Et typiquement, ça peut vous donner une indication si sur un travail de SMI ou de 10K, vous devez être en dessous des SV2 et que sur un 6 x 1000, vous passez les 3 dernières au-dessus des SV2, c'est que votre cardio n'est pas encore tout à fait prêt à digérer ces allures là. Maintenant, attention, c'est des efforts maximaux, c'est pas non plus de la science infuse. À un moment, les data pour les data, il faut pas mettre la data comme roi et l'ériger tout en haut. Votre ressenti, vous, en tant qu'athlète, la vie fait que de temps en temps, la data dira A et vous arriverez à faire B quand même. On est d'accord, c'est pas la majorité des cas, c'est pour ça que la data est bien. Mais attention avec cette data, écoutez-vous, n'oubliez pas de prendre du plaisir, n'oubliez pas de vous amuser, même si, peu importe ce que vous utilisez, vous avez aussi, j'ai oublié, la cadence en course à pied. Pareil, de la même façon, vous pouvez l'utiliser, mais c'est plus compliqué à mesurer, vous pouvez juste compter. Vous avez des systèmes de musique qui peuvent vous aider à compter et à vous caler dessus pour avoir, pareil, 180 BPM. Je suis pas fan, personnellement, de changer les foulées pour augmenter drastiquement les cadences. On l'a avec le champion du monde de triathlon. Son nom m'échappe, Anderstappen, un truc comme ça. J'ai aucun respect pour son nom, je suis désolé pour tous les auditeurs. J'ai plus son nom, le Norvégien qui court comme... Quand tu le vois, tu as l'impression de voir un paysan qui court, et le mec gagne, il court en 3,30 comme ça. Écoute, si ça lui permet de courir en 3,30 et de gagner les championnats du monde d'Ironman, mais tant mieux. Donc à un moment, la qualité ne surpasse pas forcément nécessairement la vitesse en course à pied et le travail de seuil. Attention, c'est à prendre avec des pincettes, il faut évidemment en faire, mais n'oubliez pas, et c'est ça le message avec lequel je voudrais conclure ce podcast, et avec lequel je voudrais vraiment que tu te le mettes en tête et que tu ne l'oublies pas. On est dans une société, que ce soit en France ou dans le monde entier, ultra sédentaire. Le simple fait que tu ailles bouger, que tu écoutes ce podcast, que tu t'intéresses, ce podcast ou un autre, que tu t'intéresses au monde du sport, que tu sois lancé le défi de faire un full Ironman. Le full Ironman est un défi hors norme. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde fait. Même si dans le triathlon, on adore se comparer la quéquette, se dire hey, regarde, moi j'ai roulé à 32 km/h de moyenne, et toi? Mais ça ne sert à rien du tout. Prenez du plaisir, kiffez, régalez-vous. Tu vois, je le sais qu'il ne faut pas le faire. Je suis parti là, juste avant de tourner ce podcast. Je suis allé faire une sortie vélo. Je devais faire 1h30 de vélo tranquille. J'étais bien, il faisait bon. C'était la première fois que je sortais le vélo dehors et que j'étais pas sur home trainer. Et j'ai fait 70 bornes, j'ai fait 700 de D+, ça m'a pris 2h30, j'étais bien, j'ai kiffé ma sortie de ouf. Je me suis arrêté dans une pizzeria boire mon petit coca. Je suis arrivé, j'avais la dalle, j'ai fait une hypo parce que du coup, j'avais pas emmené assez à manger. Je fais, c'est pas grave, j'ai assumé mon hypo. Je suis allé au kebabier, je me suis dit bonjour monsieur le kebabier, servez-moi votre maxi tacos. Bam, maxi tacos, petite siestas, j'étais bien, j'ai kiffé. Tout simplement, des fois, c'est pas plus compliqué que ça et c'est ça qu'il faut vous mettre en tête, c'est que votre plaisir doit passer avant tout et que oui, il y a de la data, oui, c'est intéressant de connaître votre vitesse moyenne, de connaître votre capteur cardiaque, de savoir à combien vous êtes monté en BPM.
Mais ça ne sera jamais supérieur au plaisir. Et vous savez quoi? Cet Ironman, je compte bien prendre du plaisir au-delà de tout. Je vais essayer de viser un chrono, je vais essayer de faire de la performance. Les datas servent à la performance. Mais je n'oublie pas que je suis content tous les jours de pouvoir me lever et monter une volée de marche, de pouvoir faire mes courses qui sont à 200 mètres sans prendre la voiture et de porter mes sacs de course. C'est tout con, mais j'ai pas besoin de prendre la voiture. Je suis pas essoufflé quand il faut aller marcher d'un point A à un point B en ville, quand il faut prendre les escaliers dans le métro. Quand je vois mon neveu, je peux le porter, je peux jouer avec lui. Je suis pas essoufflé, j'ai pas de problème de dos et tout ça, mais c'est juste trop cool. C'est ça la vie, c'est ça le plaisir, c'est ça le kiff et c'est ça qu'il faut que vous vous mettiez en tête. C'est ça le message le plus important. Donc la data, oui, mais avec parcimonie, le plaisir avant tout. Donc faites-vous plaisir, ok? Faites-vous kiffer, prenez du plaisir à l'entraînement. Il y a des séances qui font mal, il y a des séances qui décoinent dans lesquelles il faut laisser un petit supplément d'âme à chaque fois. C'est le prix à payer pour s'amuser, pour s'éclater, pour profiter, pour atteindre nos objectifs. Mais dans la majorité du temps, kiffez, régalez-vous, abonnez-vous à ce podcast, passez du temps dehors et essayez de repérer l'intrus dans ces 3 propositions. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Si jamais vous voulez me soutenir et que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à prendre la formation Débuter en triathlon si jamais vous voulez y aller. Il y a la formation 73 et la formation Ironman qui vont sortir. Peut-être que si tu écoutes ce podcast, elles sont déjà sorties. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube et sur Insta. Je fais de la créa de contenu. J'essaye d'être un peu gaulerie et c'est pas toujours réussi, mais de temps en temps, c'est réussi. Et je me fais rire moi-même, donc ça me suffit. Je passe du bon temps, bref, essayer de partager des bonnes valeurs de sport qui, pour moi, sont des bonnes valeurs, sans forcément se regarder le nombril et regarder que la performance tout le temps, à tout prix. Amusez-vous et passez une très bonne journée. Pensez aussi à vous abonner et à lâcher un maxi like sur ce podcast. Ciao l'équipe, très bonne journée, bonne sortie longue à toi.